Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, qui est l'émission quotidienne que je propose sur cette chaîne YouTube et qui essaie autant que possible de vous résumer l'actualité autour du développement. Et en ce moment, et en toute logique, vu qu'il y a la conférence d'Apple, on y consacre une très grosse partie du programme. Mais malgré tout, aujourd'hui il sera aussi question des API de Twitter ou encore de Reddit, ou encore de la SNCF qui pourrait se retrouver devant les tribunaux à cause des mentions, vous savez, monsieur, madame, qu'on retrouve sur les formulaires. Et si je vous en parle, c'est que ça pourrait aussi nous concerner. Mais avant ça, aujourd'hui on est le 7 juin, et si on fait un petit retour en arrière au 7 juin 2000, les choses elles auraient pu être très différentes pour Microsoft aujourd'hui, parce qu'en essayant d'imposer Internet Explorer dans Windows, un juge américain il voulait carrément démanteler la société. Et bon, sans revenir vraiment dans les détails, un an plus tard, tout était annulé pour arriver finalement à la situation que vous connaissez aujourd'hui. Bref, en quelque sorte, comme on dit, c'était beaucoup de gesticulation pour pas grand chose. Mais en revanche, là où ça gesticule beaucoup, c'est dans les actus de 2023, et on regarde ça tout de suite, et moi, pour le coup, je suis content de ma transition. On commence et vous avez probablement déjà remarqué que sur GitHub, vous avez un certain nombre de badges sur votre profil, soit parce que vous avez participé à des événements, soit plus récemment selon les actions que vous avez faites, par exemple sur des repos open source. Et lundi soir, GitLab a communiqué sur le fait que contrairement à GitHub qui centralise et décide de ses badges, chez GitLab, ce sera désormais chaque organisation qui pourra créer ses propres badges. Et c'est accessible autant dans la version SaaS que celle auto-hébergée, et c'est vraiment vous qui pourrez en définir à 100% les critères. Et bon, là-dessus, j'ai parlé de GitHub qui proposait des récompenses globales, mais juste pour éviter quand même toute confusion, GitLab, ils le permettent aussi d'avoir des badges au niveau global, mais ici, la vraie différence, et là où c'est uniquement sur GitLab, c'est que ce sont donc les organisations qui pourront ajouter leurs propres récompenses. On poursuit et on va évoquer les API, et côté Reddit, comme vous le savez, il y a une énorme polémique, car auparavant ces API, elles étaient gratuites et elles vont devenir payantes au 1er juillet. Et la polémique, elle vient des tarifs, car l'application Apollo, qui est très populaire sur iOS, a comptabilisé que ça lui ferait une facture à plusieurs millions de dollars chaque année. Et à ce titre, lundi prochain, c'est-à-dire le 12 juin, il y a plusieurs forums qui, certes, ne sortiront pas les casseroles, mais ils passeront à la place en privé, histoire de montrer leur contestation. D'ailleurs, j'ai fait vraiment un rapide tour sur Reddit, et je pense que vraiment, il devrait y avoir de la mobilisation. Mais en parallèle, Bloomberg a interviewé le porte-parole de Reddit, et je vous propose de traduire ce qu'il dit. Notre tarification est basée sur des niveaux d'utilisation que nous mesurons et qui sont comparables à nos propres coûts. Donc si je vous le dis autrement, c'est tout simplement circuler, il n'y a rien à voir, et le 1er juillet, ils passeront en force. Donc finalement, le seul espoir s'est tourné vers lundi prochain, donc le 12 juin. Et le deuxième sujet côté API, c'est maintenant chez Twitter, où on a une info avec des bonnes, mais aussi des mauvaises nouvelles. Alors d'un côté, des chercheurs de l'université de Stanford ont pu observer que des dizaines d'images d'abus sexuels sur des enfants ont pu être publiées sans pour autant être censurées. Et bon, quand même, après plusieurs relances, les équipes de Twitter, elles les ont bien supprimées. Et d'ailleurs, Twitter, très fair-play dans l'histoire, leur a dit qu'il fallait qu'ils continuent de les alerter si d'autres contenus du genre passaient les mailles du filet comme on dit. Sauf que pour que ce soit possible, il faut bien sûr avoir accès à l'API. Et vu la quantité de tweets à analyser, il faut être sur les très gros plans qui coûtent à minima 42 000 $ par mois, voire même bien plus. Mais jusqu'à présent, les universitaires de Stanford, ils ne payaient rien du tout pour analyser ce contenu, chose que tout simplement, ils ne pourront plus se permettre désormais. Donc a priori, l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est de cibler des mots-clés plus spécifiques qui sont plus enclins à recevoir ce type de contenu, mais le problème finalement il reste le même, à savoir que Twitter veut mordicus les faire payer, alors que pourtant ils leur font du travail de modération quasiment gratuitement, comme quoi autant pour Reddit que pour Twitter, comme on dit, on marche sur la tête. Et d'ailleurs, à marcher sur la tête, ce sera peut-être bientôt le cas pour la SNCF en France. Alors je vous explique cette histoire où aujourd'hui quand vous achetez un billet de train, la SNCF elle vous demande le genre de la personne qui détiendra le billet, et donc c'est sous la forme d'un monsieur ou d'une madame à sélectionner dans un formulaire. Mais ce sont les deux seuls choix possibles, et l'association Mousse qui lutte contre les discriminations LGBT a saisi la CNIL. Et dans un premier temps, la plainte a été rejetée par la CNIL, et c'est pour ça qu'ils sont allés devant le Conseil d'État. Alors pour le moment, aucune décision n'a été retenue, mais la rapporteure publique recommande d'aller carrément devant la Cour de justice de l'Union européenne, car derrière il s'agit des fameuses données à caractère personnel. Et en effet, selon l'association qui porte plainte, l'identité du genre c'est bien en soi une donnée à caractère privé, et donc une donnée dont la collecte se doit de respecter le RGPD. Et à ce sujet, le texte de loi il dit que les données elles doivent être exactes. Et finalement, en se limitant à du monsieur-madame, mécaniquement, il manque des cas. Et finalement, la question qui se pose, c'est pourquoi la SNCF a besoin de cette info, et pour ça, il faut se référer au contrat de vente de billets, et d'ailleurs, la défense de la SNCF, elle est un peu hasardeuse, on va dire, parce que si je les cite, ça permet de communiquer avec ses clients en recourant aux formules d'usage courant, donc autant vous dire que c'est en fait juste pour des mails. Mais malgré tout, la CNIL, elle reste OK avec la SNCF, car selon elle, elle a un intérêt légitime à recueillir cette info. Mais là aussi, le problème c'est que pour le RGPD, il faut pouvoir s'opposer au traitement des données personnelles, chose qui est ici impossible parce que c'est obligatoire.
Et c'est donc pour tout ce blabla que ça va remonter au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir un verdict, mais très clairement, il ne faut pas prendre ça à la légère, car potentiellement, tous les recueils du genre, eh bien, potentiellement, ça pourrait être remis en cause sur nos sites et nos applis. C'est donc très clairement un sujet à surveiller, mais comme d'hab, je m'en chargerai pour vous. Allez, voilà, c'était tout pour les infos hors Apple aujourd'hui, et avant de voir ce qu'ils nous ont préparé, eh bien, voici les actus en bref. On commence par une mauvaise nouvelle car Spotify vient d'annoncer se séparer de 200 personnes dans les équipes travaillant sur les podcasts. Cette décision fait suite à, je cite, un réalignement stratégique mais surtout des chiffres décevants dans le domaine. On poursuit et il n'y a pas que les occidentaux qui ont le droit aux IA pour les développeurs puisque Baidu vient de lancer Comate qui est un équivalent chinois. Encore sous invitation, l'outil semble plutôt performant car 50% des suggestions sont validées pour des prompts écrits en chinois. Si vous souhaitez ensuite vous mettre à créer des outils avec de l'IA générative, Google vient de publier 9 cours gratuits sur le sujet. Le contenu est certes très orienté sur les outils de la société, mais c'est un bon début pour s'initier. On poursuit et selon une étude de Médiamétrie sur l'audience internet en France au mois d'avril, les Français passent en moyenne 2h26 par jour à surfer avec une forte dominante sur mobile puisque cela représente 77% du temps passé. Et enfin, dans le cadre du Name and Shame, la DGCCRF vient d'épingler 6 influenceurs français pour ne pas avoir respecté le code de la consommation lorsqu'ils font de la promotion. On y retrouve notamment Capucine Anav qui a réussi à réitérer ses performances quelques jours plus tard sur BFM TV avec un repousseur d'ondes. Et donc, comme promis, voici la partie Apple. Alors pour rappel, hier je vous ai résumé la keynote grand public avec une vision développeur, et l'idée maintenant c'est de faire une première passe sur des annonces plus concrètes qui ont été faites en se focalisant aujourd'hui sur 2 gros sujets, à savoir Xcode 15 et Swift 5.9. Et dans les prochains jours, on enchaînera avec SwiftUI et le reste bien sûr. Et avant même de commencer, je voulais vous faire remarquer que Microsoft et Google peuvent vraiment rougir du travail d'Apple, car à chaque fois et sur chaque vidéo, vous avez un transcript, les bouts de code, et vous pouvez télécharger le fichier de la vidéo pour la regarder hors connexion. Donc pour le coup, c'est vraiment un très bon point pour Apple. Mais bon, on commence concrètement avec Xcode dont le premier changement majeur, c'est qu'enfin, vous n'aurez plus besoin de télécharger des gigas et des gigas pour rien, car désormais la version minimale, elle fera environ 3 gigas contre 7,6 pour Xcode 14. Alors l'idée c'est que de base, vous ne téléchargerez que le SDK pour macOS, et si vous voulez iOS, watchOS ou tvOS, ce sera à télécharger en supplément. Et maintenant, pour ce qui est des nouveautés dans l'IDE, on note rapidement que l'autocomplétion elle est plus rapide et plus complète, le build des projets il est aussi plus rapide puisque des améliorations ont été apportées au compilateur et il y a un nouveau linker. Ça permettra notamment d'accélérer les builds incrémentaux et donc éviter de recompiler ce qui n'a pas bougé entre 2 états. Ensuite, pour tout ce qui est des ressources et plus précisément les couleurs et les images qui sont stockées dans des assets catalogues et ce autant en Swift qu'en Objective-C, eh bien il y a une super nouvelle parce que les symboles ils seront automatiquement créés. D'une part, ça vous évitera de faire des erreurs de typo et d'autre part, vous aurez l'autocomplétion. D'ailleurs, les fichiers de string catalogs font leur apparition pour gérer plus facilement la localisation. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez facilement avoir un indice de progression sur la quantité traduite et qui reste à traduire. Et sur la partie documentation, il y a beaucoup d'améliorations, où vous pourrez notamment avoir des bouts de code qui s'affichent en temps réel. La documentation, elle sera aussi générée pour les extensions Swift sur les modules externes. Et enfin, si vous générez un site à partir de la doc C Swift, la navigation dans le site, elle sera beaucoup plus simple avec le support des raccourcis clavier. Bref, d'une manière générale, vous n'avez absolument rien à faire si ce n'est régénérer votre doc. Et si on enchaîne sur la partie graphique maintenant, la preview elle va maintenant s'afficher par défaut sur le terminal cible du projet, mais bien sûr vous pourrez en changer avec le modifier Preview Device, mais surtout vous pourrez utiliser la macro #preview où vous allez pouvoir avoir un aperçu du SwiftUI certes, mais vous allez aussi pouvoir avoir du UIView, NSView, les widgets, les live activities et même les timelines, et comme le dirait l'expression, c'est du lourd, du très lourd. Pour ce qui est ensuite de la signature et des capabilities dans votre projet, vous allez automatiquement pouvoir associer celles qui ont été données à votre App ID et sans devoir les ajouter à la main dans Xcode. Et sur l'éditeur de code, c'est assez sympa à nouveau car le code inactif qui est compris entre des hashtags if, ça sera automatiquement grisé. Mais aussi pour les formateurs nadis comme moi qui aiment bien que tout le code soit super bien formaté, vous avez une action Format to Multiple Lines pour bien justement sauter des belles lignes. Et juste pour terminer sur ce Xcode 15, vous pourrez ajouter des favoris, mais ça pour le coup ça existait depuis un bon moment chez la concurrence. Bref, je sais pas vous, mais d'une manière générale, c'est un très bon cru pour ce Xcode 15, d'autant plus que j'ai pas pu tout vous lister les nouveautés. Et maintenant on passe à Swift 5.9 un peu plus rapidement, où la grosse nouveauté c'est l'arrivée des macros. Alors si je fais un peu le parallèle, c'est un peu comme dans Word, mais en beaucoup plus intelligent, et en fait l'objectif c'est très simple, à savoir vous éviter d'écrire du code. Et dans l'exemple qu'Apple donne avec le @addAsync, ça appelle automatiquement la fonctionnalité async et ça passe ensuite le résultat au completion handler sans que vous n'ayez à le coder directement. Donc dit autrement, c'est vraiment du code en moins à écrire et en plus n'importe qui peut créer des macros via des bibliothèques existantes, donc autant dire que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ensuite, comme je vous l'avais déjà indiqué, tout comme Swift était interopérable avec C et Objective-C, vous pouvez ajouter C++ à cette liste.
Et ensuite, l'autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Swift Data qui est l'équivalent de Core Data d'Objective-C. Et si je caricature, c'est une version un peu boostée avec les macros, et par exemple avec la notation @model, vous aurez automatiquement le schéma, les relations, la persistance, la synchro iCloud, la recherche Spotlight, et même les fonctionnalités annulées et rétablies, et tout ça à nouveau en appelant juste la petite macro. Et pour ce qui est enfin des SF symboles ou les icônes si vous préférez, vous aurez la possibilité de les animer, mais non pas en entier, mais en pouvant animer chaque petit élément indépendamment, et c'est vraiment quelque chose qui va justement faire saliver, je pense, la concurrence. Et voilà, je m'arrête ici sur Swift, mais je reprendrai bien sûr demain, et notamment avec SwiftUI. Mais bon allez, je fais une petite entorse à la règle avec une fonctionnalité purement utilisateur sur iOS 17 qui n'a pas été évoquée hier, c'est-à-dire que si vous recevez des codes d'authentification par SMS, vous pourrez demander à ce qu'ils soient automatiquement supprimés. Vous n'aurez donc absolument plus besoin d'aller dans vos messages, et j'en connais certains sur Android qui risquent d'être jaloux. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour ce deuxième jour de la WWDC, mais honnêtement, j'ose même pas regarder la liste des vidéos tellement il y en a. C'est donc sûr et certain, demain et même après-demain, vous entendrez à nouveau parler d'Apple. En tout cas, j'espère que ce format il vous plaît, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Et maintenant, vous connaissez mon petit mot de conclusion, à savoir qu'on se donne rendez-vous demain, même heure et même endroit, et je vous souhaite une très belle journée comme d'habitude.